Bonsoir, je m'appelle Frank Venmans, je suis le vice-président du Conseil du développement durable de l'Université de Mons et je vous souhaite au nom du Conseil de développement durable la bienvenue. Nous avons ce soir Marc Lemaire avec nous et Marc Lemaire, je dois dire que c'est l'homme comment dire, qui a la qui a multiples chapeaux. On peut le dire comme ça. Le multi. Je tombe pas sur le mot. Je suis flamand, mais je trouve pas toujours les mots en français. Commençons par le fait qu'il est cofondateur de Ecores, un bureau de consultance essentiellement constitué de agronomes et qui aide les communes, entre autres, d'autres pouvoirs, la région wallonne, la région bruxelloise, dans toutes sortes de projets écologiques. Ensuite, il est aussi cofondateur de Group One, aussi un bureau de consultance, plutôt avec des économistes aussi dans le domaine du développement durable. Il est lui-même, il a suivi une formation en tant qu'ingénieur commercial et ensuite aussi une formation en agroéconomie. Et il enseigne le développement durable à l'école ICHEC. Finalement, troisième casquette, il est aussi très actif dans l'ASBL Équilibre, qui représente plutôt le côté spirituel ou moyen de vivre ou savoir-vivre qui complète le tout. Et donc, je suis très content de pouvoir l'accueillir ce soir et je vous invite à me rejoindre, à l'applaudir et de remercier pour d'avoir répondu à cette invitation. Un, deux. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Et surtout, merci à vous tous d'abord d'être là ce soir, malgré les intempéries. Merci à Patricia et merci à Marc. J'ai adoré en fait vous entendre. Et puis, j'ai pas grand-chose à dire parce que vous avez tout dit. Vous avez dit beaucoup de choses. On a senti d'abord, Patricia, quand tu disais finalement c'est une douleur à l'épaule ou à la nuque? À la nuque. C'est-à-dire que tu as été dans le ressenti, tu t'as écouté, ton corps t'a parlé, c'est passé quelque chose. Puis c'est le début d'un long voyage. Et Marc, je ne sais plus où il est. Là, tu m'as fait vibrer. Hein. Tu as fait vibrer beaucoup de gens, je pense. En plus, c'est marrant parce que moi j'ai démarré plus ou moins il y a 20 ans aussi, donc c'était la même époque. Et puis j'étais aussi vu comme un illuminé à l'époque. Donc je comprends bien le retour historique quand tu te regardes 20 ans en arrière et tu dis waouh, je l'ai fait, c'était dur, donc j'ai vibré, et puis ça se sent, tu es dans l'émotion, donc, et tu montes ton émotion. Donc c'est très très important, mais tu montres aussi énormément de force. Donc c'était très intéressant. Moi, ce qui m'apparaissait comme question par rapport à toi, tu vois, j'inverse déjà les choses, c'est moi qui pose la question. C'est, est-ce que tu identifies un moment, mais toi, il y a 20 ans, si c'était en soirée, un matin, que sais-je, avec ta femme, Fabienne, j'oublie toujours le prénom. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu dis, j'y vais? Quel était ton déclencheur, ton déterminant, comme on dirait étudié, évalué
n'y a pas eu, je vais dire, une transition, je pense, enfin, attention, je pense ne pas être non plus un cas d'étude intéressant pour une analyse psychanalytique. C'était pas mon intention. Je te rassure tout de suite. C'est ce qui m'avait semblé. C'est tout, mais je n'ai pas eu, disons, de déclic, je n'ai pas eu, disons, un Saint-Esprit qui est descendu un jour sur moi et qui m'a dit, écoute Marc, il faut que tu fasses autre chose. Non, non, pas du tout. Je pense qu'en fait, j'ai été finalement dans un état de relative stabilité et conforme, fidèle à mes aspirations de vie, finalement. C'est simplement ça. Merci beaucoup, Marc. C'est ce qui m'avait semblé en t'entendant. C'est pour ça que je posais la question. Mais en effet, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un élément déclencheur. Je te posais la question, pourquoi? Parce que je pense qu'en termes, entre guillemets, pédagogiques, c'était intéressant. Parce qu'on a deux cas de figure. Il y a un élément déclencheur d'un côté. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas d'élément déclencheur. Alors on dirait, dans des jargons un peu ésotériques, tu étais déjà sur ton destin de vie. Tu savais déjà qui tu étais et tu y allais. Et simplement, tu y as été. Et pareil, je dois m'arrêter ici parce qu'après, ça filme plus. Donc je m'arrête. Mais c'est intéressant, en effet. On se retrouve souvent avec des gens qui, soit viennent avec, et c'est vrai, souvent une douleur physique, ou alors des gens qui sont sur leur chemin de vie quelque part. Et parfois, il faut juste leur dire, parce qu'on se pose toujours des questions sur notre vie, il faut juste leur dire, en fait, on est un miroir, il faut leur dire, mais regarde-toi dans la glace. Quand ils se regardent dans la glace, ils se disent « Mais en fait, je suis bien, je suis sur mon destin de vie. Mais oui, tout va bien. Continue. Rien d'autre à dire. Pas besoin d'aller dans la psychologie, de quoi que ce soit. » Et donc, je trouvais que c'était intéressant, déjà, les deux exemples, parce qu'ils étaient différents. En plus, un homme et une femme, c'est parfait. Quelque chose de plutôt yin, j'ai envie de dire, et quelque chose de plutôt terre-à-terre, fermier. Donc, je trouve que c'était deux très, très bons exemples. Mais bon, la conférence ne s'arrête pas là. Je vais quand même parler un petit peu. Voilà, alors je vais vous parler de moi d'abord. Puis c'est chouette, je ne savais pas quelle photo, j'avais même oublié qu'il y avait ces photos-là. Donc j'ai 51 ans. Je suis en effet ingénieur commercial et j'ai une maîtrise dans l'agroéconomie. Et ça, c'est un de mes deux gamins, j'ai deux garçons. En fait, moi, j'étais aussi sur mon destin de vie, tout de suite, comme toi, en fait. Donc, directement après mes études, à l'époque, on devait encore faire son service militaire. Et moi, je voulais pas. Je voulais partir en coopération, voyager, découvrir le monde. Donc, je me suis retrouvé en Afghanistan. Donc, mon premier job, c'était assez dur, en fait. Donc, c'était un an en Afghanistan. Je vais passer toutes ces années-là, mais après, j'ai vécu 2 ans en Afrique, aux îles Comores, et puis j'ai bossé pendant 4 ans dans l'humanitaire. Donc, en gros, j'ai fait 7-8 ans d'humanitaire, où j'ai monté tout le service enfant dans la guerre, et donc j'ai un peu fait tous les pays en guerre de 90 à 98. Voilà, ça, c'était mon contexte. Et puis, vers 94-95, il y avait le Rwanda, on travaille beaucoup là-bas, et je voyais tous les moyens déployés pour sauver des vies, et c'est très important de sauver les vies. On a la problématique des migrants actuellement. Moi, je suis de Bruxelles. Enfin, je ne suis pas d'origine bruxelloise, mais j'habite à Bruxelles. Et on ne peut être que touché. Il faut agir, c'est important. Mais néanmoins, quand on fait de l'humanitaire, on place des rustines. On ne change pas les choses. On le sait. Mais néanmoins, enfin, un chouette boulot. Mais moi, je trouvais qu'on ne changeait pas les choses. Et surtout, j'avais vu un article qui comparait les budgets des pays, les PNB, et les budgets des entreprises. Et sur les 100 premiers, il y avait 51 entreprises et 49 pays. Et ça m'avait interpellé. Déjà, à l'époque, ça signifiait que le monde économique, en termes budgétaires, je fais des raccourcis, mais c'est juste pour exprimer une réflexion, qu'en termes budgétaires, les entreprises commençaient à avoir plus de pouvoir que les pays. Et ça, en termes démocratiques, ça pose un véritable souci. Et ce d'autant plus qu'on était et qu'on est encore dans l'ultralibéralisme.
En fait, l'ultralibéralisme a commencé vers 82-83 avec Thatcher. Où je pourrais vous montrer les courbes, mais en gros, vous avez un impact sur l'environnement. Je vais le faire comme ça va être plus simple. Ici, il y a une craie. Quand vous prenez, hop, on va faire comme ça, vous prenez n'importe quel indicateur environnemental, d'impact sur l'environnement, le CO2, acidification des océans, problème de la couche d'ozone, etc., etc. Ou vous prenez des indicateurs sociaux, le fait que vous avez un écart de plus en plus grand dans le plus haut revenu et le plus bas revenu, l'accès à la santé, l'accès à différents types d'infrastructures, l'accès aux écoles. Ou vous prenez des indicateurs économiques, qu'est-ce qui se passe depuis ici 1950 ? Qu'est-ce qu'on remarque ? C'est qu'en fait, toutes les courbes sont en augmentation exponentielle. Que ce soit des indicateurs environnementaux, des indicateurs sociaux ou des indicateurs économiques. Et elles suivent à peu près même toute la même courbe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que vous avez une corrélation entre l'augmentation du PIB et les impacts négatifs au niveau social, impacts négatifs au niveau environnemental. Et il y a une corrélation. C'est très impressionnant. Je vais quand même essayer de faire le changement. Comme ça, je monte le graphe. Voilà, hop. Et en fait, tout ceci, même si vous avez une augmentation à partir de 1950, hop, vous avez tout en live. Voilà, c'est ce graphe-là. Vous le voyez là ? Ah, on voit rien. Ah, voilà. Donc, bon, je sais pas. Voilà, c'est de ce côté-là. Voilà, vous voyez toutes les augmentations. Ça, c'est à partir de 1950. 3 types de critères, sociaux, environnementaux, économiques. Ça va ? Et le pire, c'est que, alors, ça dépend de la manière dont on met l'abscisse, hein, mais en gros, à partir de 82-83, ça réaugmente encore plus. Et ça, c'est le début de l'ultralibéralisme avec les politiques Thatcher et Reagan. Et on n'est pas sorti de là. Ça va ? Deuxième chose intéressante aussi là-dedans, c'est que j'ai parlé du PIB. En fait, le PIB a été créé plus ou moins vers 48, je pense, par 16 ou 17 chefs d'État et conseillers de chefs d'État au sortir de la guerre et uniquement des hommes. Donc, vous prenez une vingtaine d'hommes, chefs d'État, qui décident d'essayer d'identifier la capacité industrielle de leur pays à affronter une seconde guerre. Ça va ? Et ils se mettent ensemble, il faut les imaginer, stressés par la guerre 40-45, que des hommes, et ils créent un indicateur extrêmement masculin, extrêmement guerrier, extrêmement industriel. Et on vit avec cet indicateur depuis 70 ans. Donc il est toujours important de connaître la face invisible des choses. Ici, on a un indicateur, le PIB, qui est extrêmement masculin. Et c'est cet indicateur que vous voyez ici. Donc ici, vous avez la population, l'utilisation de fertilisants, mais il y a plein d'autres indicateurs. Et non, je ne vais pas les laisser, c'est gentil. Et on vit donc avec cet indicateur, le PIB, qui essaye d'identifier la manière dont fonctionne l'économie mondiale, qui elle-même a des impacts sur l'environnement et sur le social. Voilà, en gros. Moi, j'étais devenu conscient en fait de ces informations quand j'avais en effet 28-29 ans. Et je me disais, ça va pas, j'arrête l'humanitaire et je vais essayer de faire quelque chose. C'était aussi simple que ça. Et j'ai monté en effet la première association qui s'appelle toujours le Groupe One, et qui était l'association pionnière belge en matière d'entrepreneuriat durable. Puisque moi, je me suis dit, bon, mais à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux travailler non pas sur la macroéconomie mondiale, mais je vais essayer de travailler sur l'entreprise. Et je vais essayer de lui donner du sens. Donc à l'époque, on parlait de quoi ? On parlait beaucoup d'économie sociale, où on parlait de fair trade, de commerce équitable, mais on ne parlait pas d'économie durable à l'époque. Donc je me souviens, quand j'ai commencé les activités, que j'allais voir des entreprises ou des cabinets ministériels, on parlait d'économie citoyenne ou des termes un peu... C'était pas très clair. Puis on a tout doucement parlé de responsabilité sociétale des entreprises, la manière dont les entreprises pouvaient verduriser leur activité.
Et puis petit à petit, c'est devenu l'économie durable, l'entrepreneuriat durable, on parle d'entrepreneuriat sociétal, etc. etc. D'accord ? Mais à l'époque, j'étais un peu comme Marc, j'en comprenais pas quel était le sujet de mes activités. Et nous, ce qu'on leur disait, c'était, écoutez, on va essayer de faire deux choses. On va essayer de transformer la manière dont fonctionnent les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Les seuls qui étaient intéressés, c'est ceux qui, évidemment, avaient de l'argent. Donc déjà, à l'époque, on travaillait pour L'Oréal, pour Solvay, pour Carrefour, je me souviens. Et on essayait de faire des choses un peu intelligentes. Donc on travaillait sur des codes de conduite, par exemple, pour Carrefour à l'époque. Ce genre de choses-là. Mais en fait, on n'allait jamais au cœur du business model de l'entreprise. Donc on savait qu'on les sensibilisait, on bougeait un petit peu le curseur, mais en fait, on ne faisait pas grand-chose. D'accord ? Mais néanmoins, on pratiquait. Puisqu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, de bilan carbone, on parle d'empreinte écologique, etc., d'analyse de cycle de vie de produits, de circuits courts, etc. Mais il y a 20 ans, tout ça n'existait pas, on n'en parlait pas, ces mots n'existaient pas quelque part. Donc, voilà, on essayait d'avancer tant bien que mal en tant que précurseur. Et d'un autre côté, on se disait, bon, c'est bien de travailler à changer les grandes boîtes, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est que les nouvelles boîtes qui se créent soient tout de suite dans le développement durable. Comme ça, c'est plus simple. Si elles grandissent, elles ont déjà l'ADN de la durabilité dans leur gène. Et donc, on a avancé sur la partie entrepreneuriat durable. Et puis, petit à petit, se sont créées ces deux structures, l'une travaillant pour les gouvernements et pour les grandes entreprises ECORES, Bureau d'études d'ingénieurs, et de l'autre côté, l'association Groupe One, l'association pionnière, qui travaille sur l'entrepreneuriat durable. Et voilà, je ne vais pas expliquer très longuement, mais en gros, chez Corrèze, on a fait 400 missions de consultance, on a travaillé pour la plupart des grandes boîtes belges, pour tous les gouvernements. Et pour Groupe One, on a aidé à se créer plus ou moins 900 à 1000 petites entreprises en 18 ans. Donc c'est un chiffre assez important, on forme 3000 personnes par an. Donc là, on est sur des volumes d'activité très très importants. Et en tout, on a plus ou moins 35-40 personnes qui travaillent dans ces différentes structures. Ces deux structures ont fait les petits, parce qu'après, on a créé un premier centre d'entreprise. Tu parlais d'Infomark. Voilà, on a créé un centre d'entreprise à Saint-Gilles, 2000 m², avec que des entreprises qui sont dans le développement durable, avec un projet pilote d'aquaponie. Donc tout est verdurisé, évidemment, dans notre centre d'entreprise, la nourriture, tout. Après notre centre d'entreprise, on a créé un fonds pour donner des bourses au démarrage pour les entrepreneurs, qui s'appelle Village Finance. Et puis on a créé avec d'autres le club Imatera, qui est un club qui essaie de soutenir l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité, en gros, c'est Cambio, si vous connaissez, c'est comment passer de la possession d'un bien à l'utilisation de la fonction de ce bien. Donc j'ai plus de bagnole, mais j'utilise Cambio, par exemple, pour me déplacer. Donc c'est tous ces changements de business model. Et voilà. Et puis on est en train de créer encore d'autres boîtes, l'une avec Farm, le réseau des magasins Farm. Une autre, on est en train de créer une halle alimentaire à Saint-Gilles, une ressourcerie à Saint-Gilles, donc les boîtes ont fait des petits. Voilà. Bref, ça c'est un peu l'ensemble du parcours. Alors, dans l'ensemble de ces activités, on avait on avait trois types d'activités. On avait deux activités très ingénieurs. Alors, la première, c'est l'économie circulaire. La seconde, c'est la partie agriculture durable, alimentation durable. Ça va ? Donc là, on travaille plus sur la manière dont l'économie, la technologie, mais aussi les nouveaux modèles économiques peuvent aider à aller vers la durabilité. Et donc, je pense qu'il y a une partie de la solution qui viendra par la technologie et qui viendra par l'économie. Ça va ? Mais la solution à quoi ? Alors, je vais revenir peut-être sur des notions que vous connaissez, et si vous les connaissez, dites-le moi, et je passe. Ce sur quoi j'ai envie d'aboutir maintenant, c'est de voir que vous preniez conscience du danger auquel on fait face. Et j'emploie volontairement le mot danger, parce que je pense qu'on en est là. Ça va ? Alors,
Ça, je vais passer. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les 3 limites planétaires, qui a déjà vu ça? Comme ça, je vois. Oui. Merci Bertrand. Donc, en gros, ça, c'est assez important. La Terre est dans un état d'équilibre depuis 10 000 ans. C'est ce qu'on appelle l'Holocène. État d'équilibre en termes de température, d'humidité, etc. Comme il y a un équilibre sur la Terre, ça a permis à l'homme, bon, alors il faut rentrer dans l'anthropologie, mais ça a permis à l'homme, en gros, de créer de l'agriculture, de créer donc les villes, de créer du commerce, etc. etc. Ça va ? L'eau, prenons l'exemple de l'eau. L'eau est dans un état d'équilibre quand elle est à moins 1 degré, sous forme solide, et puis 2 degrés plus tard, elle est sous forme liquide. Donc vous pouvez avoir la même substance qui passe d'un état d'équilibre à un autre très très rapidement. Ça va ? Ici, c'est un peu la même réflexion. C'est de se dire, tiens, la Terre est dans un état d'équilibre, mais est-ce que cet état d'équilibre ne peut pas évoluer ? Et quelles sont les conditions, les facteurs, les paramètres pour lesquels elle peut évoluer ? Et des chercheurs, donc c'est une trentaine d'équipes de chercheurs un peu partout dans le monde qui ont publié ça, c'était dans Nature en 2009. Ils ont identifié qu'il y a 9, désolé c'est en anglais, il y a 9 limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Si on les dépasse, on va rompre cet état d'équilibre dans lequel se trouve la Terre. Ça va ? Et 3 des 9 paramètres qu'il ne faut pas dépasser, mais malheureusement le sont. Le premier, vous le connaissez, c'est le changement climatique. Le deuxième, c'est le cycle du nitrate. En gros, c'est toute l'agriculture, tout l'appauvrissement des sols et le problème de l'agriculture conventionnelle. Et le troisième, dont on parle un peu moins, mais qui est excessivement impacté, c'est la biodiversité. Je vais prendre un exemple. Vous avez par exemple un état d'équilibre qui est respecté quand vous avez une perte d'espèces par million d'espèces par an. Pour l'instant, on est à 100 fois plus de pertes d'espèces par million d'espèces. Donc, on est 100 fois plus, on est 100 fois plus au-delà du niveau de rupture que permet la Terre. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de vivre une extinction. Ça va ? Même chose pour le CO2. Et le problème, évidemment, c'est que ces facteurs sont cumulatifs. C'est qu'on ne sait pas totalement quel est le lien entre le changement climatique et la perte de biodiversité, entre l'appauvrissement des sols et la perte de biodiversité, etc., etc. Donc ce sont des facteurs qui s'entrecroisent et qui, malheureusement, vont ensemble vers une rupture d'équilibre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on est en train de jouer aux apprentis sorciers, mais surtout que personne n'a d'idée de ce que sera la Terre dans 100 ans, en 200 ans. Parce que pour l'instant, on est, de nouveau, vous avez vu les courbes, elles sont exponentielles, donc ça monte comme ça, c'est pas linéaire, hein. Ce sont des courbes exponentielles, et donc ça veut dire qu'on ne sait pas du tout vers où on va. Ok ? Donc on sait juste qu'on est en train de rompre un équilibre, mais on ne sait pas quel sera le futur état de la Terre. D'accord ? Donc ça, c'est un point très important. Désolé, je vais être un petit peu alarmiste, mais je considère que je parle à des adultes et que quand on a un enfant qui est malade, il faut dire aux parents, désolé, votre enfant est malade, mais il y a des solutions. Ok, mais je vous le dis parce que vous êtes adulte et maintenant il faut réagir, il faut faire quelque chose. Je pense que les politiques d'un côté ne sont pas conscients de l'ensemble de tous ces chiffres. Et je vous dirai, je l'expliquerai après, j'ai travaillé dans 3 cabinets ministériels, donc je suis assez bien placé pour le savoir, d'une part. Et d'autre part, le monde économique fonctionne encore dans sa logique qui est en train de nous abrutir, carrément nous abrutir, pour surtout qu'on ne soit pas conscient de ce qui risque de nous arriver. Donc je suis un petit peu peut-être brutal, mais c'est parce que je vous parle d'adulte à adulte. Alors un autre point qui est assez important, c'est ceci. En fait, vous savez qu'il y a eu l'accord de Paris. L'accord de Paris, donc, c'est une volonté d'arriver à 1,5 ou 2 degrés, on va dire, de température à 2050. Le professeur Tim Jackson, qui est professeur en Angleterre, qui travaille pour le gouvernement anglais, s'est posé cette question-là. Il s'est dit, OK, l'accord de Paris, c'est merveilleux. Quand des politiques font un accord, c'est juste une volonté politique d'arriver à
à autant de degrés de température, c'est très bien. Maintenant, encore faut-il y arriver. Et donc, il s'est posé cette question-là. On sait par exemple autour de nous, autour de vous, là, ici, qu'à peu près 90 à 95% de tout ce qu'on voit ici, d'une manière ou d'une autre, a été produit grâce à l'énergie fossile. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu mettre en œuvre des processus industriels pour construire ce micro, ces tables, les murs, construire ce bâtiment. Ça va ? Et donc la question est, de combien doit-on diminuer l'intensité carbone, c'est-à-dire le contenu carbone, de ce que vous voyez ici, mais au niveau mondial. Donc de combien doit-on diminuer l'intensité carbone de la production mondiale à 2050 pour arriver aux objectifs de Paris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, tout a un contenu carbone. Au niveau mondial, c'est gigantesque. À 95%, tout est produit avec ces énergies fossiles. De combien font-ils diminuer cette intensité carbone d'ici, ça fait combien 33 ans pour arriver aux objectifs de 2 degrés de température. Donc il s'est posé une question macroéconomique que personne ne s'était encore posée. Et ça a apparu dans le bouquin Prospérité sans croissance il y a 5-6 ans. Et c'était une bombe, ce bouquin. Pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu compte, alors il a pris différents scénarios, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la macroéconomie, c'est barbant, on est jeudi soir. Mais en gros, voilà, il a pris différentes équations. Et il tient compte principalement de la population aussi, parce que la population est en croissance. Il tient compte aussi du fait que le standard de vie est en train d'augmenter. Il tient compte du fait que chaque fois que vous avez des innovations technologiques, au début, elles sont très impactantes pour l'environnement, mais à un moment, ça se calme. Voilà, bon, bref, il y a différents facteurs. Et il arrive à quoi, Tim Jackson ? Il arrive au fait qu'il faut diminuer d'un facteur 21, divisé par 21, le contenu carbone de l'ensemble de la production mondiale d'ici 30 ans. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Un peu difficile. À moins d'un grand changement radical. Et donc, en effet, quand il a sorti ça, tout le monde était « waouh !» Et donc, on a vu ce bouquin passer de politique en politique. On l'a vu passer partout. Et puis, tout à coup, c'est vrai, on n'en a plus trop entendu parler de ce bouquin. Mais c'est fondamental. Et quand bien même ce ne serait pas un facteur 21, même un facteur 10, c'est gigantesque. Et actuellement, on ne va pas y arriver. Et c'est pour ça que nous, environnementalistes, on a applaudi des deux mains qu'on a vu l'accord de Paris, mais en fait, on a ça en tête. Encore faut-il mettre en œuvre une désindustrialisation ou une durabilisation de l'industrie pour y arriver au niveau mondial. Donc pour ça, c'est intéressant, je trouve, vos parcours et puis ton parcours au niveau microéconomique. Tu es une entreprise agricole. Maintenant, quand tu rapportes ça au niveau mondial, là, tu te dis « waouh !» Quel enjeu, quoi. C'est gigantesque. Ça va ? Et donc, nous, on était là-dedans. Enfin, moi, j'étais là-dedans. Hein, parce que pendant 20 ans que vous êtes conseiller pour des gouvernements, en fait, vous voyez ça tout le temps et ça vous fait paniquer. Un autre point que je ne sais pas si vous savez, mais les effets climatiques, on ne les vit pas beaucoup en Belgique. Mais si on était à la Nouvelle-Orléans, je peux vous dire qu'on aurait un autre point de vue. Mais les effets climatiques qu'on vit dans le monde dépendent du taux de CO2 d'il y a 50 ans. Il y a toujours un effet retard. Donc de nouveau, on est dans... Mais qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans ? On n'en sait rien. C'est pour ça qu'on a tendance à parler de dérégulation climatique plutôt que d'augmentation des températures. Parce qu'en fait, les modèles doivent tenir compte des océans, doivent tenir compte des nuages, doivent tenir compte du permafrost, et ils ont leurs limites. Et on a travaillé, je le disais au professeur, sur la politique d'adaptation au changement climatique de la région wallonne, de la région bruxelloise, avec des climatologues français, etc. etc. Donc, moi, j'étais là. Je montais les boîtes, ça marchait bien, j'étais content, parce que voilà, quand on monte une boîte, c'est gai, quoi. J'engageais des gens, 10, 15, 20, 30 personnes. Mais en même temps, plus je bossais là-dedans, plus j'ai effondré, quoi. C'était horrible. Non, franchement, c'était dur à vivre. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé à un moment, je me suis dit, moi, je vais faire de la politique, il faut changer les choses au niveau politique. Alors, du coup, boum, boum, boum. Comme il y a 10-15 ans, on n'était pas nombreux sur ces sujets, les politiques m'avaient identifié, donc Magnette m'a demandé de travailler pour lui. Donc hop, j'ai jumpé au cabinet Magnette, j'ai lancé des trucs là-bas, mais j'étais écolo,
Donc j'aurais dit, je viens, mais je suis écolo. Donc je suis pas resté longtemps quand même. Sinon j'aurais eu des problèmes avec écolo. Et puis j'ai négocié le plan Marshall pour Jean-Marc Nollet. Donc toute la politique des circuits courts dont on parle, la politique d'économie circulaire, c'est des trucs que moi j'ai négocié en 2009, que j'ai lancé. Là j'avais un pouvoir énorme parce qu'en 6 mois de temps, la négociation du plan Marshall a permis d'avoir des avancées considérables. Donc ça c'était vraiment bien. Puis j'ai travaillé aussi pour le cabinet Huitebroek. Et puis je me suis dit, ok, je vais continuer, je vais aller sur les listes. Donc j'ai été élu, je suis devenu conseiller communal, chef de groupe à Etterbeek. Donc j'ai vécu l'intérieur de la politique, soit en tant que cabinetard, comme on dit, cabinet ministériel, région wallonne, fédérale et région bruxelloise, soit en tant qu'élu. Voilà, c'est pas fait pour moi, donc j'ai arrêté. C'est vraiment un monde très très dur. J'ai trouvé ce monde très très dur. Pas les cabinets ministériels, mais le monde des élus. Je sais pas si on a dans la salle, mais et j'ai beaucoup de respect, hein, mais je trouve que c'est vraiment difficile comme métier. Et surtout, j'ai vu les limites. Je résume les choses comme ça. Hein. Vous avez en gros la vitesse des solutions. Elle va à cette vitesse-là, mais la vitesse des problèmes, elle va toujours à cette vitesse-là. La vitesse des problèmes est toujours beaucoup plus grande que la vitesse des solutions. Et ma conclusion, c'est qu'avec la politique, on va pas y arriver. Voilà, c'est ma conclusion personnelle, hein, ça n'appartient qu'à moi, je peux totalement me tromper, j'espère vraiment me tromper. Mais moi, ma conclusion, c'est qu'on va pas y arriver. Donc du coup, bref, j'étais arrivé à cette conclusion-là, je me dis, j'arrête la politique, j'ai arrêté. Et puis, comme j'étais associatif, je me suis dit, bon, je vais monter, je vais essayer avec le milieu associatif. Il se fait qu'à l'époque, j'étais administrateur de la Fédération des associations environnementales wallonnes, Inter-Environnement Wallonie, pour ceux qui connaissent. Qui connaît IEW? Ça m'intéresse, quand même. D'Inter-Environnement Wallonie. Et puis, je suis devenu président de la Fédération Inter-Environnement Wallonie, ce qui m'a permis de nouveau de continuer à faire du lobbying auprès du gouvernement, parce que nous sommes l'interlocuteur associatif du gouvernement wallon. Donc là aussi, on a une marge de manœuvre. Mais voilà. C'est très difficile. C'est très très difficile. C'est un monde pauvre qui survit, qui a beaucoup d'impact quand il a de l'argent, mais en fait qui passe son temps à chercher de l'argent, à courir après l'argent. Donc c'était assez compliqué, mais voilà, je suis toujours au bureau d'Inter-Environnement Wallonie. Voilà, j'en étais là, et puis pendant plusieurs années, chez Ecores, on travaillait, et je vais aboutir à la transition intérieure, mais c'est important d'expliquer le parcours, je le fais d'initiative. C'est important d'expliquer le parcours, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le développement durable là maintenant. En fait, c'est depuis, comme je disais, depuis 2006, il y a eu Al Gore, le film La vérité Guy Dérange, et depuis là, on avait arrivé plein d'acteurs, et c'est super, fantastique, merveilleux. Mais en fait, c'est intéressant de se dire, voilà, nous on a essayé pendant 20 ans plein de choses au niveau avec les grandes entreprises, avec le monde associatif, avec le politique, et puis à chaque fois, j'aboutis à ça, j'aboutis au fait que la vitesse des problèmes est encore plus grande que la vitesse des solutions. Et qu'on se dit, mais un jour je vais trouver la clé, c'est pas possible, quoi. Il y a bien une clé, il y a bien quelque chose. Alors il se fait que chez Ecores, pendant plusieurs années, donc je vous avais dit, on bosse sur l'économie circulaire, l'agriculture durable, l'alimentation durable, et le troisième volet, c'est la transition. Et dans la transition, on travaille sur ce qu'on appelle les quartiers durables, les écoquartiers ou les Agenda 21. En fait, toute une série de processus qui permettent aux populations, aux communes, d'aller vers la durabilité. Ça va ? Et on se rendait compte que si vous faites une animation sur l'alimentation durable pendant une journée, vraisemblablement, le soir, la personne, quand elle va aller chez Deleuze, va acheter des produits bio. Mais le lendemain, je pense qu'elle aura oublié la formation, et puis on va repartir dans ces vieux réflexes. Et on a oublié la formation, c'est fini, quoi. Donc il n'y a pas d'ancrage. Et donc, ouais, c'était bien, on était payé, pour ça c'était fantastique, on avait un peu d'impact, mais c'était pas suffisant. Et puis, il se fait que de nouveau, moi j'ai eu aussi mon mal à la nuque, alors c'est autre chose, mais j'ai eu un indicateur où j'ai failli faire un burn-out, et j'ai découvert le développement personnel, la méditation, et puis petit à petit on s'est dit, mais
allez, on va tenter d'autres trucs, parce que c'est pas suffisant ce qu'on fait. On va essayer d'ancrer un peu ces comportements, et on va essayer que les gens soient un peu plus ouverts quand on faisait des animations, et de trouver l'homme plutôt que la fonction. Parce qu'on travaillait soit avec des entreprises, soit avec des communes. Si vous bossez avec une commune dans un agenda 21, et que vous les mettez en cercle, enfin, pas en cercle, mais que vous les faites parler, vraisemblablement, l'échevin va parler un peu plus qu'un employé lambda. Et donc, nous, ça nous ennuyait, parce qu'on se disait, mais non, ça va pas. Il faut qu'il y ait de l'intelligence dans tout le monde, et on doit découvrir l'homme et la femme, l'individu, plutôt que la fonction. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, on va tenter d'autres méthodes. Et on avait commencé avec l'agenda 21 du CPS d'Etterbeek. On leur a pas dit, on les a mis en cercle, on a mis une petite musique, on leur a demandé de fermer les yeux. Et on les a fait méditer. Et puis après 5 minutes, ils ont ouvert les yeux, ils étaient tous en train de sourire. Et la réunion s'est super bien passée. Hyper agréable. Et tout le monde s'écoutait. Et il n'y en a pas un qui parlait plus haut que l'autre. Et là, on s'est dit, ah, il y a un truc là, un machin, quoi. Chouette. Et puis, c'était avec Bertrand, je ne sais pas si tu te souviens, pour le zoning terre-tautrage. Bertrand est un ingénieur. Et Bertrand a été formé à l'époque aux méthodes d'intelligence collective, de sociocratie, d'holacratie, et donc il utilise les mêmes techniques. Quand vous faites de l'écologie industrielle, vous vous retrouvez avec 4 patrons d'industrie qui sont assis sur leur process industriel et sur leur business plan, et ils attendent de voir que l'autre parle avant. Et puis on verra. En gros, c'est à peu près comme ça. Mais quand vous me faites des méthodes un peu fines, invisibles, où vous faites découvrir les gens, donc vous les mettez en rond, vous faites le système de bâton de parole, sans bâton de parole, sinon ils vont avoir peur, et que vous ne dites rien, vous n'appelez pas ça de la sociocratie, mais vous faites le protocole, tout à coup ils se mettent à parler. Waouh, il y a un truc là. Là, il y a un truc. Et puis on a continué là-dedans. Et on s'est rendu compte que là, on commençait à découvrir les hommes et les femmes qu'on avait comme clients. Et ça devenait intéressant. Parce que quand vous rencontrez les hommes et les femmes, on rencontre quoi? On rencontre qu'il y a eu de l'ego, même s'il n'y en a plus, qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a plein de questionnements intérieurs, mais avec les autres membres de la famille, de l'entreprise. Et puis allons plus loin avec la nature, allons plus loin avec le cosmos, etc. etc. Et petit à petit, on s'est intéressé à essayer d'enlever ces couches. C'est comme un oignon, quoi. Vous enlevez une couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche, et petit à petit, on rentre dans l'individu. Et on rentre sur le véritable destin de l'individu. Et il se fait que moi, j'avais ma petite mal au nuque, mais c'était autre chose. C'était voilà, des choses, je n'ai pas trop envie de parler ici, des choses assez dures. Et j'ai découvert des méthodes de méditation multiples et diverses. Alors, pour ça, je vais... Toc, toc, toc. Si ça, c'est la... Si là on est à moins 100 000 ans, on va dire que l'homme existe depuis moins 100 000 ans, hein. Enfin, Homo sapiens. Ici on est aujourd'hui, et bien jusqu'à peu près là. Tu veux bien arrêter de bouger, toi? Mais allez, il est vivant ce tableau. Tableau, arrête-toi. Oh, ça marche. En fait, toute cette période-là, c'est long, hein? Nous étions animistes. Donc l'animisme, c'est quoi? C'est simplement qu'on va donner, on considère que tout être vivant, une plante, un être humain, un animal, a une âme. Et il est doué de conscience. Et puis après, il y a une toute petite partie ici, où on est passé du polythéisme au monothéisme, et puis on est dans notre monde, à nous, ici. Durant cette période-là, en fait... Et donc ce sont les philosophes, les anthropologues, etc., enfin plutôt ici les anthropologues, disent qu'il n'y avait pas de dissociation
entre l'homme et la nature. Il y avait une fusion. Si vous prenez encore les peuples premiers, les Amérindiens, les Inuits, tous les peuples premiers, ils sont encore dans cette relation de fusion entre l'homme et la nature. C'est en Tasmanie, je pense. Ça m'avait toujours frappé, ça. Ils ont vécu pendant plus ou moins 10 000 ans en Tasmanie, et on a identifié que sur leur territoire, qui n'était pas si grand que ça, à côté de l'Australie, en fait, ils n'avaient que 40 outils. Donc, ils ont vécu dans une société assez pacifiée, donc ça, c'était prouvé par les scientifiques, avec 40 outils. Donc, une société qui était durable, pacifiée, avec très peu de moyens. De nouveau, c'était une société qui était dans cette association, ce qu'on appelle l'association nature-culture. D'accord ? Il n'y avait pas de dissociation. À partir du moment où on est arrivé ici, on a commencé à dissocier l'homme de la nature. Si vous prenez la Genèse, il est marqué, c'est Dieu qui dit à l'homme, tu géreras la terre en mon nom. Ça va ? Et si vous prenez l'ensemble des spiritualités anthropocentrées, on va prendre l'islam ou le catholicisme, on est dans cette dissociation nature-culture. L'ensemble des traditions ici étaient des traditions écocentrées. Il n'y a pas de dissociation. Et encore au jour d'aujourd'hui, si vous prenez d'autres types de spiritualités, comme dans l'hindouisme, on va prendre le jaïnisme ou le bouddhisme, mais je vais prendre le jaïnisme parce que c'est le cas le plus clair. Le jaïnisme est partie de l'hindouisme, où en gros on considère véritablement, et moi je fais ça à chaque fois, que si vous avez une fourmi ou une araignée, elle a droit de vie. Enfin, qu'est-ce qui est difficile ? Il n'y a pas de je n'ai pas de valeur supérieure par rapport à une araignée. Aucunement. C'est un être vivant, je suis un être vivant. Et donc, je considère véritablement qu'elle a le droit de vie. Ça change tout dans le rapport qu'on a aux autres. Mais nous vivons depuis 2000 ans, ou 3000 ans plutôt, dans cette dissociation, où on considère qu'on doit exercer un droit sur la nature. Et à partir de là, on découlait, je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, entendez-moi bien, mais néanmoins a découlé le rationalisme, le siècle des Lumières, Rousseau, la science, etc., qui n'a fait que confirmer par sa propre production la technologie, la dissociation nature-culture, au point tel que maintenant on va jusqu'où ? Jusqu'aux smartphones. Ils sont très smart, mais nous on devient de moins en moins smart. Et on va jusqu'au bientôt objets connectés, on va jusqu'à l'intelligence artificielle, et on va jusqu'au transhumanisme. Qui sait ce que c'est le transhumanisme ? J'explique un tout petit peu. On va jusqu'au transhumanisme, qui est quoi ? Qui est simplement cette liaison entre l'objet et l'homme, où on considère que par l'implantation de technologies dans l'être humain, on peut espérer vivre beaucoup plus longtemps, vivre en meilleure santé, voire même devenir le grand rêve de l'homme, immortel. On est en plein délire. Pardon ? Qui ? Oui, voilà. Alors, non, c'est devenu... Donc, il y a eu un congrès de développement durable il y a 3 ans, où moi, je devais critiquer une étude qu'avait faite alors, je ne vais pas dire... Mais ça n'est pas cette faculté, donc c'est pas de problème. C'était un professeur d'université d'une autre université. Leur thèse, le sujet du papier, c'était l'objet technique a une âme. Et donc, à ce titre, doit être considéré l'égal de l'homme. Allez, mais on va où, quoi ? Maintenant, si je peux me permettre aussi, vous prenez tous les travaux nucléaires qui sont actuellement mis en place maintenant. Les travaux nucléaires qui étaient mis sur le côté sont tous mis en place maintenant. Ça, je ne sais pas. Ah ouais. C'est abyssal. Donc c'est abyssal. On est là dans une orientation. Alors, ce ne sont pas, entendez-moi bien, ce ne sont pas des délires de transitionneurs écolo, machin. J'étais à Berlin la semaine passée avec une banque en mission. Et donc je discutais avec des businessmen et il y a énormément d'argent, de fonds
dans la Silicon Valley, et pas que, qui sont mis sur les objets connectés, sur l'intelligence artificielle, et tous les grands bureaux, les Big Five, et toutes les grandes entreprises sont en train de se préparer à la vague qui va nous arriver. Vous croyez que les politiques sont conscients de ça? Préparent ça? Non. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Donc, pour l'instant, on est dans une forme d'inconscience. Inconscience de ce que le monde économique va nous amener. Et entendez-moi bien, je ne suis pas contre la technologie. Je pense que la technologie en termes de santé est très utile. La technologie en termes de mobilité douce est très utile. En termes d'énergie renouvelable est très utile. On a besoin de la technologie, mais on a besoin d'un certain type de technologie. Et d'autre part, on a besoin de beaucoup plus de technologie sociale, parce que le monde est à réinventer. Donc actuellement, c'est plutôt une question de cocktail. On a besoin de changer le cocktail de nos innovations. Et donc, il y a certains secteurs qui doivent être abrogés carrément ou qui doivent être diminués, qui sont tous les secteurs qui impactent sur la Terre. Donc typiquement, je vais continuer, puis on aura l'occasion d'échanger, ne vous inquiétez pas. Parce qu'en plus, je pense qu'on a besoin d'être enregistré. Il y a un enregistrement, et si vous n'avez pas le micro, en fait, ça ne va pas être enregistré. Donc on aura l'occasion, et j'ai fini dans 10 minutes. Dans 5-10 minutes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, typiquement, les secteurs de l'extraction ou des mines, pour l'instant, je pense qu'il faut un peu se calmer de ce côté-là. Parce que c'est des secteurs qui sont extrêmement impactants en termes énergétiques, ne parlons même pas par rapport à la Terre, mais qui sont des secteurs qui ne créent pas beaucoup d'emplois. Alors qu'il y a d'autres secteurs qui sont les secteurs dits très peu productifs. C'est ceux que je préfère. Pourquoi? Parce que quand vous avez un secteur qui est très peu productif, vous avez besoin de quoi? De plein de gens pour que ça soit productif. Et donc, ça crée de l'emploi. Donc tous les serveurs de services, tout le secteur de services de proximité, soins à domicile, tous les secteurs de la santé, là où, fort heureusement, on va avoir plus de difficultés à aller dans l'intelligence artificielle et dans la robotisation. Mais c'est dans ces secteurs-là qu'il faut investir. Comme ça, on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, on crée de la stabilité, de la cohésion sociale dans une société. Donc c'est un peu l'ensemble du prisme qu'il faut changer. Et donc c'est le cocktail même de l'économie qu'il faut changer. Donc des secteurs doivent être durabilisés, certains secteurs, je pense qu'il faut complètement les oublier, et il y a d'autres secteurs dans lesquels il faut énormément investir. Ça va? Mais pour ça, il faut avoir deux types de réflexion. Une réflexion comme Tim Jackson, oser regarder le monde tel qu'il va devenir, et d'autre part, avoir une réflexion du type spirituel, c'est-à-dire, est-ce que je vais aller dans des secteurs dans lesquels il y a une cohérence, un alignement entre l'homme et la nature. Et je reviens sur ce point, puisque c'est quand même le sujet. Nous avons donc, au niveau des Corrèze, décidé... non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est comme ça après. En fait, on était plusieurs personnes qui avions le même parcours que moi quelque part. Je peux les citer, c'est Michel Genet, l'ancien directeur, pour ceux qui connaissent, du Crédal ou de Greenpeace, qui est maintenant directeur politique d'Écolo. On est Sabine Donny, l'entraîne patronne de chiffres, différentes personnes qui étions dans le développement durable depuis 20 ou 30 ans et qui avions remarqué que par le travail spirituel, c'est-à-dire on essayait de repartir de là et redevenir quelque part animiste, par notre travail spirituel, en fait, ce travail nous changeait véritablement. Je m'exprime. Dans l'animisme, vous pouvez avoir différents types de pratiques. Et entre guillemets, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Si on fait... Toi, c'était le shiatsu. Mais pour une autre personne, ça va être le chamanisme. Pour une autre, ça va être l'énergie du tantra. Pour une autre, ça va être un travail sur les constellations. Pour une autre, ça va être, la géobiologie, etc., etc. Chacun peut se sentir appelé par une pratique par une autre. Ça peut être le yoga, ou ça peut être de façon générale, puisque c'est un petit peu la porte d'entrée actuellement, la pleine conscience. Ça va? Et donc, l'ensemble, la pleine conscience, qui est en fait, c'est une pratique qui vient du bouddhisme et qui est désacralisée. L'ensemble de ces pratiques, en fait, moi je suis complètement rentré dedans il y a 8 ans, et depuis lors, je ne mange plus que de ça, je ne lis plus que de ça, je ne pratique plus que ça. Et ça m'a personnellement profondément changé. Et puis, on discutait avec des gens qui venaient du secteur de l'écologie, qui ne venaient pas du secteur du coaching, ni de la psychologie. Nous, on n'est pas dans le milieu de la santé mentale. Non, on vient de l'écologie. Mais on était tous dans des pratiques
personnelles, de méditation, multiples et diverses. Et on se rendait compte à quel point ça nous avait véritablement transformés. Bertrand, qui est là, peut témoigner de mon ancien moi, le patron dur, je peux vous dire que j'étais dur. Et puis maintenant, je suis vraiment devenu quelqu'un d'autre, mais je peux encore même être en colère. Mais cette fois-ci, je le maîtrise. Avant, je subissais ma propre personnalité. Maintenant, je peux la déclencher. C'est très, très différent. Dans la pleine conscience, c'est un peu ce qu'on apprend à la base, c'est passer du réactif au responsif. Je réagis parce que c'est un réflexe. Et je réponds parce que je suis dans la conscience de ce qui m'arrive, je regarde tes beaux yeux, et je suis dans la conscience de ces yeux. C'est très différent. C'est très différent. Voilà, ça c'est la réponse. Pourquoi je parlais de ça? Donc, on s'est rendu compte en effet parmi ces vieux écologistes comme moi que nos activités personnelles multiples et diverses nous transformaient véritablement. Et on s'est dit, on va en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a créé donc l'ASBL Équilibre, qui, il y a d'autres exemples, je pense que vous avez reçu Gauthier Chapelle ici, dernièrement. Mais Gauthier a créé, enfin pas a créé, mais dissémine le travail qui relie en Belgique francophone, par exemple. Donc il est aussi sur ça. Il y a 3-4 organisations qui travaillent un peu sur les mêmes sujets. Mais nos sujets, c'est quoi? C'est donc de récupérer les spiritualités ancestrales écocentrées, d'où qu'elles viennent. Ça peut être la tradition celte, une somme de traditions celtes, et vous pouvez faire des huttes de sudation à la celte, ou du chamanisme celtique. Ce sont nos traditions qui existaient avant ça. Je ne dis pas que la religion, c'est mal, hein. Pas du tout. Je dis simplement que ce qu'on a fait, l'homme est parfois un peu douteux. Et si on prend le catholicisme, le pape François a sorti son encyclique sur l'écologie. Et quand vous lisez les 130 pages de l'encyclique, vous vous dites « Waouh, le gars, il est bon, quoi ». Mais donc, nous, on a été récupérer toute une série de traditions écocentrées, d'où qu'elles viennent, et on en a créé des stages. On en a créé des activités en soirée. Je ne vais pas les énumérer, sinon c'est comme si je vendais ma soupe, et ce n'est pas du tout l'objectif de la soirée. Mais donc on en a créé toute une série d'activités, et on remarque durant ces activités que c'est incroyable la transformation des gens. Enfin, on a encore fait une constellation il y a 3 semaines où la nana nous a dit, voilà, moi j'ai fait 25 ans de thérapie, puis votre truc là, 1h30, ben, c'est le truc le plus fort que j'ai jamais fait. Des gens qui viennent au stage décident, alors il faut un temps d'intégration parce que le problème c'est que souvent les gens font le stage et puis le lendemain ils veulent prendre des grandes décisions dans leur vie. On leur dit calme-toi, prends-toi un mois et puis prends des décisions. Mais en effet il y a eu des décisions assez fondamentales que les gens ne regrettent pas. Je pense à un gars qui est en train de monter une halle fermière du côté de Chimay, ben, c'est aussi dû au fait qu'il est passé par nos stages. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait d'autre que... C'est pour ça que ça m'intéressait, votre parcours. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que les remettre sur leur destin de vie? Et Dieu sait, comme je rencontre des jeunes, surtout pour l'instant, vous voyez, les 20-35 ans, en fait, ils ne sont pas sur leur vie, quoi. Ils ne sont pas sur leur destin de vie. Et un autre truc super intéressant, allez sur les TED. Vous connaissez les TEDx? Ouais. Essayez de trouver Ken Robinson. Donc c'est l'espèce de grand pédagogue en Angleterre. En plus, c'est le TED le plus vu il y a 2 ans. Enfin, il est hyper drôle, un peu avec cet humour anglais décalé. C'est très marrant. Et en gros, on prend des enfants à 6 ans. Eh ben, 98% des enfants sont créatifs. On fait des tests, des psychologues qui font. On arrive à 18 ans, en réto. Vous savez combien de pourcents sont créatifs? 2%. L'école est une machine à tuer la créativité. Et aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de créativité et on a besoin d'adaptation. Parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, dans 50 ans, il y a les 3/4 qui n'existent plus. Tellement ça va vite. Donc on a vraiment besoin d'adaptation et de créativité. Et on a une école qui est un machin qui a été créé il y a 200, 300 ans pour produire des ingénieurs à la tête, des contremaîtres au milieu et des ouvriers en dessous, pour être envoyé dans la machine industrielle et la faire vivre. C'est ça, l'école. Elle a été créée pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, on vit encore avec ces systèmes-là. C'est plus adapté du tout, le mec. Il faut changer, ça va pas. Faut se réveiller. Voilà, on est là. Et donc, ça veut dire qu'on se retrouve à 18 ans.
Avec, je vais faire, je sais pas, je fais ingénieur, quoi. Ou, enfin bref, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut. La plupart des gamins, ils ne savent pas ce qu'ils veulent à 18 ans. Et moi, je vois souvent des jeunes de 20 à 35 ans, et mon job, c'est d'essayer de les remettre sur qui ils sont. Et comment on fait pour remettre les gens sur qui ils sont? Il faut toucher 3 choses. Qu'est-ce que je cause, hein? Une fois que ça part, moi, c'est... Il faut m'arrêter, il ne faut pas hésiter. Ah, on va passer aux questions. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous, on est fait de quoi? On est fait d'intelligence, on est fait de spiritualité, le sens de la vie, les choses indicibles, et on est fait de ressenti. Et souvent, en fait, l'école nous bourre le crâne avec de l'intellectuel. Alors le ressenti, un peu de cours de gym, on va dire. Et la spiritualité, on oublie. En fait, on a annihilé une part de nous, la spiritualité, et on a assez bien oublié une part qui est le ressenti. Et Dieu sait, comme le ressenti, la nuque, peut te donner des signes. Donc nous, ce qu'on fait dans nos activités, c'est qu'on ramène le ressenti, on ramène la spiritualité, et on accepte l'intellectuel, forcément, parce qu'il est toujours présent. Mais on le calme un peu. Hein. Donc la tête, la première chose à faire, c'est se calmer. Et je finis par ça. Tchouk. Moi, je suis en train de travailler sur un autre truc, donc vous avez compris. Moi, je cherche, et puis je sais rien faire d'autre. Je m'assume, je suis un entrepreneur, donc je sais faire qu'une seule chose, c'est monter des boîtes ou des SBL ou tout ce que vous voulez. Donc je fais ça, je m'assume. Et donc, pour l'instant, je réfléchis aussi à un truc, donc je voulais juste vous partager ça. Ça n'a rien de scientifique, rien du tout. Mais depuis que j'ai appris que dans le monde académique, on parlait de science citoyenne, c'est-à-dire que quand un citoyen parle, c'est comme si il avait une science à déclamer, donc j'en profite. En fait, vous avez eu le capitalisme, où les biens de production... Je m'adresse au prof, là. On a eu le capitalisme, où les biens de production appartenaient au capital. Et puis on a eu le communisme, où les biens de production appartenaient à l'État. En fait, les biens de production, tout ce qu'on voit là, tout, ça vient d'où? Ça vient d'où? De la terre, de la nature. Ça appartient à la nature. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir alors une théorie économique où on considérerait que tous les biens de production appartiennent à la terre et qu'une entreprise qui veut monter une boîte dans n'importe quoi, elle est simplement débitrice, elle doit de l'argent à la terre pour extraire des matériaux et continuer son cycle de production. Ça fait sens. Ça fait sens. Et j'ai l'impression qu'on doit repartir sur cette logique où les biens de production appartiennent à la terre. Et à partir de là, il y a différentes modélisations économiques et de monétarisation, de monétarisation de ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est-à-dire, les services écosystémiques, c'est tout ce que la Terre nous donne à nous, êtres humains. Vous pouvez les quantifier, vous pouvez les monétariser. Donc en fait, il y a moyen au jour d'aujourd'hui, dans la théorie et dans les méthodes, de faire ce travail, de se dire, le postulat, c'est que tout appartient à la Terre et je vais donner un prix à ce que je ponctionne de la terre, mais ce ne m'appartient pas, j'en suis juste locataire. Voilà, donc je suis en train de travailler sur des réflexions de ce type-là, et peut-être un bouquin, je ne sais pas, on verra, mais ce n'est pas très important le bouquin. Le principal, c'est de faire les choses. Alors avant, on va passer aux questions, mais je vous propose quelque chose. C'est qu'avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous êtes d'accord de méditer un peu avec? Je vais peut-être profiter de ma position en tant que professeur accompagnant ou animateur de poser la première question. Donc, j'avais une question un peu liée à ce schéma où je me dis, il y a quand même déjà ici 40 000 ans, il y a déjà Homo sapiens qui extermine la moitié des mégafaunas, les mammouths, et c'est très très facile à observer. Donc par exemple en Australie, l'homme Homo sapiens arrive assez tard et très vite on va vers l'extermination de la moitié de la mégafauna. On a déjà les Grecs, je ne sais pas s'ils sont encore animistes, ils déboisent complètement la Grèce et
il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les peuples qui sont dans des stades proches des sociétés qui vivaient à l'époque, ils appliquent ce qu'on appelle le shifting cultivation, donc l'agriculture nomade, qui a un effet, dans certaines conditions, très très néfaste sur le déboisement. Et il y a le prix Nobel Ostrom qui a étudier dans quelles conditions des peuples arrivent à bien conserver la nature et dans quelles conditions ils dégradent la nature. Et donc, et là, je pense, 7 facteurs qui jouent. Il y a notamment la cohésion sociale, le partage des normes et des valeurs, qui sont des facteurs de succès. Il y a aussi des mécanismes de punition pour les profiteurs, ce qu'on appelle dans le jargon économique les free riders, les passagers clandestins. D'où donc ma question. Quel est le rôle de ces mécanismes sociologiques? Donc elle a eu le prix Nobel de l'économie, mais elle était plutôt anthropologue, sociologue, et elle a fait le lien entre l'économie et ces autres branches des sciences humaines. Quel est, selon vous, le rôle de ce genre de facteurs sociologiques qui expliquent le succès et la défaite dans la conservation environnementale dans ce genre de société? Et ça s'applique aussi aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, donc, si je parle les dernières 100 ans, cette polémique dans la littérature scientifique, on l'appelle les environmental Kuznets curves, donc les courbes de Kuznets environnementaux. Et donc, on observe que certains phénomènes ont tendance à se dégrader avec la croissance économique, et puis elles s'améliorent. Par exemple, l'eau, aujourd'hui en Europe, la qualité de nos rivières s'améliore. Et donc, on voit, ça c'est un des domaines où où la majorité des économistes environnementaux vont dire c'est un domaine où le PIB va être un facteur qui va plutôt aider sur le long terme. Ça ne s'applique pas à tous les domaines. Par exemple, pour le climat, mon domaine c'est le climat, ces courbes, ce phénomène n'est pas très bien observé. On le voit un peu, donc on voit donc ce indicateur, on pourrait y voir, les optimistes peuvent y voir ce phénomène. On voit que l'intensité carbone, donc le CO2 par euro produite, c'est très mauvais dans les sociétés plus pauvres. Puis le Royaume-Uni, le Japon font beaucoup mieux. Pour chaque euro, on réduit, on émet moins de CO2. Mais ce n'est qu'une vision optimiste de voir les choses, parce qu'en fait, étant donné que dans ces pays, il y a beaucoup plus de dollars qui sont générés, les émissions par habitant sont quand même plus élevées. Mais donc, ma question liée à ces observations, c'est quels sont les facteurs de succès? Quels sont les facteurs qui expliquent que certaines sociétés font mieux que d'autres? En lien avec ce qu'on a étudié, Ostrom n'a pas uniquement étudié les sociétés plus anciennes, elle a aussi étudié les sociétés d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça ma question. Je fais un peu l'avocat du diable, parce que voilà, c'est un peu mon rôle aussi, donc je me permets de venir avec des questions Merci beaucoup. polémiques. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question-là, parce que c'est une question d'anthropologue. Et voilà, je peux juste peut-être amener quelques éléments, et peut-être si dans la salle des gens ont d'autres éléments, soyons dans l'intelligence collective, donc n'hésitez pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai donné peut-être une vue un peu angélique de avant c'était mieux, d'ailleurs j'y étais. C'est le dernier bouquin de Michel Serres, j'adore ce titre. Mais donc, non, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ce qu'on a remarqué, il y a un super bouquin, c'est Sapiens, je ne sais pas si vous avez vu, fantastique, où il explique ça. Oui, c'est ça, je me disais bien, je me dis, tiens, il y a du Sapiens.
il y a du sapiens là-dedans. C'est qu'en fait, en effet, on a remarqué que chaque fois que l'homme arrivait sur un territoire, et après X centaines d'années, en fait, il bouffait tout, quoi. C'est une espèce de truc qui se reproduit. Donc, sortons de l'angélisme. On est bien d'accord. La particularité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est totalement exponentiel. C'est devenu... Alors, s'il y avait une tribu de 300, je ne sais pas quoi, qui arrivait sur un territoire de 500 hectares et qu'ils défrichaient, mon Dieu, pour le reste de l'humanité, ce n'était pas très grave. Ici, on joue avec le feu. Pas pour la Terre. Hein. La Terre a 4 milliards d'années, elle vivra encore 4 milliards d'années. La Terre, tout va bien. Hein. C'est un peu... J'aime bien, je peux donner... C'est une blague. Il y a une planète qui rencontre la Terre. Alors, la première planète dit « Et comment tu vas ?» La Terre dit « Ouais, ça va, mais enfin, j'ai quand même un peu chaud, puis, je sais pas, on me pique dedans, on me triture. » Et puis l'autre planète qui dit « Oh, ça c'est rien, ça c'est les hommes, ça va passer. » À l'échelle d'une planète, on n'est rien, quoi, d'accord ? Mais le problème, c'est la survie de l'humanité. Donc, on est à un tel degré, donc je vous rejoins, mais on est à un tel degré qu'il faut faire attention. Maintenant, ce que vous posez, enfin, ce dont je parle, c'est la question du découplage. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des exemples où, en effet, c'est la courbe de Kuznets, hein, c'est à peu près ça. Donc, plus on s'enrichit, si je me souviens bien, hein, monsieur le professeur, plus on s'enrichit. Au début, on n'est pas très riche, on a beaucoup d'impact sur l'environnement. Et à un moment, on est tellement riche que l'impact sur l'environnement diminue. Et c'est vrai que si vous voyez, plus ou moins ça, hein, et c'est vrai que si vous voyez le PIB de l'Allemagne, il fait ça, il augmente. Et alors, c'est intéressant, l'impact sur l'environnement, il fait ça. Il diminue. C'est-à-dire qu'à un moment, l'Allemagne a réussi, malgré qu'elle augmente son économie, à diminuer son impact sur l'environnement. Le problème, c'est la population. C'est que si vous faites ça fois... Ça, c'est en termes relatifs. C'est en termes relatifs. Mais si vous mettez en termes absolus avec l'augmentation de la population, on arrive quand même à une augmentation des impacts sur l'environnement. Et voilà, il y a toujours cette notion entre le découplage relatif et le découplage absolu. Et malheureusement, on doit parler en termes de découplage absolu. Donc c'est quand même une limite. Et un dernier point aussi. C'est un des cours d'agro qu'on disait souvent que quand il y a eu des guerres, ancestralement, c'était souvent pour une question d'accès à la ressource. Hein, c'est le facteur qui a souvent créé des guerres. Et aujourd'hui, les problèmes énergétiques amènent à des problèmes de géopolitique, etc., etc. Et l'accès à l'eau, on verra ce que ça peut devenir. Donc il y a aussi, je pense, dans ces réflexions anthropologiques, la question de l'accès à la ressource, qui est un accès du besoin vital, de survie pour une tribu ou pour une population, qui fait qu'à un moment, on part en guerre. Et voilà. Ça ne répond pas à la question de l'utilisation complète de la ressource. Et ça, c'est le bouquin de Jared Diamond qui parle d'effondrement, qui fait que comment ça se fait que dans l'être humain, à un moment, c'est comme la réflexion à l'île de Pâques, à un moment, on est sur une île où c'est luxuriant, et puis on arrive à bouffer toutes les ressources. Et c'est comme si on avait une forme d'instinct de suicide en nous quelque part. Enfin voilà, j'ai pas de réponse, hein, mais il faudrait avoir une réflexion plus anthropologique. Mais je ne sais pas si d'autres personnes ont un... Oui, je vais me balader avec le micro. Comme il y a un enregistrement, c'est mieux de pouvoir parler via le micro. Et je réponds comme ça. Merci bien. Donc, je ne sais pas si on m'entend, oui. Maintenant, point de vue de ce que vous êtes en train de dire, maintenant, au niveau suicidaire, l'humain n'est pas suicidaire, on fonctionne toujours avec un esprit reptilien. Vous en parlez très bien avec l'ego. Maintenant, je ne vais pas rentrer un peu trop dans le spirituel, sinon on va être perdu ici. Maintenant, si je vous écoute depuis tantôt, on est dans monde durable. J'entends pas beaucoup de solutions positives. J'entends beaucoup de négatifs, mais en positif, j'entends rien du tout. J'avais oublié. Maintenant, on part toujours sur une forme de passé. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous parlez de méditation. Ouais. Donc, maintenant, dans l'instant présent, est-ce que là, on est mal? Pas du tout. Maintenant, vous partez sur des courbes du passé. Ouais. Un passé, pour moi, qui est mensonger à la base. Si un passé est mensonger à la base, on ne sera pas projeté à un futur probable, potable. On part sur une fondation, pour moi, qui est très mauvaise. On ne sera pas partir sur une bonne fondation plus tard non plus, quoi. Maintenant, en gros, pour en revenir à une solution pour moi au niveau du conscient collectif, je vais dire comme ça. Si on reprend l'histoire des centièmes singes, je crois que vous devez connaître quand même, qui frottent des pommes de terre, ou donnent des pommes de terre à frotter dans l'eau chaude, et ça impacte des autres singes sur une autre île sans qu'il y ait eu de contact humain. Mais c'est un peu de ça qu'on devrait parler, je veux dire. Ouais. Parce que la méditation, c'est bien,
l'impact du conscient collectif, c'est bien. Maintenant, je pense que je vais encore revenir sur une autre chose aussi. Vous avez parlé maintenant de l'araignée, de la souris, où rien ne doit être mangé, rien ne doit être écrasé. À l'heure actuelle, maintenant, beaucoup de gens veulent faire des solutions extérieures, intérieurement, rien du tout. Alors, je reprends le micro. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent aussi poser des questions. S'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, on peut poser 3 questions peut-être, et comme ça, Marc peut les répondre tous les 3. Voilà. Question suivante. Je vais peut-être attendre qu'il réponde avant. Ce sera plus simple, je pense. Pas nécessairement, ça dépend. Parce que c'est un autre sujet. Qui est souvent utilisé, donc on prend des questions par 3. Oui, très bien. Moi, je vais répondre à la première, puis on passe à la suivante, comme vous voulez. C'est vous le. Une par une. En fait, je voulais exprimer une chose. La première chose, c'est un témoignage, mais partagé par d'autres. Et ton exemple en est une preuve aussi, du fait que quand on travaille sur son intériorité, on rejoint son destin de vie et on se met en marche. Et son destin de vie, il est souvent très positif. Il est plein de valeurs, plein de bonté. Qu'est-ce qu'on a tous envie de se faire ? Comme dans la chanson de Philippe Catherine, on a envie de se faire des bisous, on a envie de se faire des big hugs et on a envie d'être bien sur la terre. On partage tous la même chose. Mais malheureusement, on est dans un monde qui ne nous le permet pas. Et quand on repart dans notre intériorité, on retouche ça. Et alors on peut repartir et on peut se donner la force. Ça, c'était mon message de base. Et je remarque dans ma pratique dans l'SBL Équilibre que c'est tout nouveau. Alors je sais que c'est très... un peu osé de dire ça, mais voilà, je suis convaincu par ça, véritablement. Et par rapport à ce que vous disiez, au niveau des solutions, mais je pense que le monde en transition est une solution, totalement. Donc il ne faut pas oublier toute la partie réelle, le art de l'homme, c'est-à-dire la technologie, l'économie, etc. Et donc le monde de la transition est une solution, et j'en veux pour preuve quelque chose de fondamental, qui était il y a 1 an et demi le film Demain. C'était il y a 1 an et demi le film Demain. C'est incroyable l'engouement qu'a eu ce film au niveau international. On n'avait jamais connu ça. Et sachez que des films de ce type-là et des solutions de ce type-là, ça faisait 10 ans qu'on voyait passer des films. Et tout à coup, la société était prête. Et tout à coup, il y a un engouement de fou. Ce que a amené, je trouve, le film Demain, c'est... Je vais le dire comme ça, une forme de nouvelle croyance. On remarque que l'homme, il est toujours passé d'une croyance à une autre. C'est la croyance du communisme, la croyance du capitalisme, la croyance que la religion, enfin que quelque chose extérieur à moi allait, entre guillemets, me donner un sens dans ma vie et améliorer l'état du monde. Et ici, nous, dans nos discussions d'environnementalistes, je participe de ça, mais voilà, c'est partagé par d'autres, on s'est dit, c'est la première fois que ce film nous a donné une croyance. Une croyance, alors c'est pas négatif, hein, c'est pas croire, mais ça ne se fera pas. Non, c'est un espoir positif à atteindre qui est tellement gai qu'on a tous envie de se mettre en marche. Une forme de croyance, quoi. Et je trouve que ce film, et dans le bouquin Sapiens, il parle beaucoup des croyances de l'homme, et que ce film a montré que la société aujourd'hui, mais il y a 10 ans c'était pas le cas, il y a 20 ans c'était pas le cas, avait envie que chacun découvre qui était le pire rabbi qui sommeillait en nous quelque part et se révèle en nous. Bien voilà, le film Demain a montré, je trouve que la société, ou en tout cas, entendons-nous bien, une partie de la société, ça fait plus ou moins 25% de la population, est prête à aller dans la direction de la transition. C'était révélateur le film Demain, l'engouement. Vraiment, c'était révélateur, il s'est passé quelque chose dans la société. Mais entendons-nous bien, dans nos sociétés à nous, occidentaux, et uniquement chez les 25% des gens qui sont conscientisés. Mais c'est déjà un début. Si je peux me permettre, donc moi je donne des cours de yoga aussi depuis 2 ans maintenant, et j'ai vraiment de plus en plus de monde qui s'inscrivent parce que je pense que voilà, il y a vraiment cette conscience collective qui s'élargit, et donc j'essaye d'enseigner donc le yoga vraiment dans la tradition avec cette méditation, pour que si on se change soi-même, on pourra peut-être aussi changer l'autre de par nos comportements. Donc je pense que oui, il y a vraiment des choses qui évoluent et le conscient collectif évolue vraiment. On arrive finalement à la deuxième question.
Moi, je voulais revenir sur vraiment le début de la conférence, quand vous avez présenté les courbes qui augmentent exponentiellement, et vous avez dit qu'elles étaient corrélées ensemble, quoi. Et je trouve qu'il manquait le point essentiel qu'on a vu un peu après, de la population, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi vraiment, pour moi, l'élément corrélateur principal. C'est-à-dire que oui, certes, il y a en plus de ça les technologies qui ont apporté en plus peut-être un coup de boost à cette augmentation exponentielle, mais qui est avant tout créée par l'augmentation exponentielle de la population. Et comme vous en parliez en fait juste après, c'est vrai qu'au début, peut-être les Grecs, etc., ont eu un impact sur l'environnement qui était moindre, mais parce qu'ils étaient aussi beaucoup moins nombreux. Et je pense que si aujourd'hui on reprenait j'en sais rien, la même population, la même société grecque, mais avec une population bien plus grande, ça aurait peut-être le même impact qu'aujourd'hui finalement. Oui, Alors, la question, c'est par tête de pipe, quoi. Est-ce qu'il y a une augmentation globale ou est-ce qu'il y a une augmentation unitaire, marginale, quoi? Oui. Et du coup, ma question, c'est un peu, on aura beau faire tous les efforts du monde, qu'est-ce qu'on fait face à l'augmentation de la population, à part, je mets des grands guillemets, à part une bonne guerre ou les solutions de réduction de naissance, comme ils en parlent. Donc, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place Mais il y a deux choses. La première, j'ai été étonné, alors je vais me tromper parce que je n'ai pas trop écouté les nouvelles au niveau de la COP23, mais je pense qu'il y a eu un appel des 15 000 scientifiques qui ont émis toute une série de propositions, et pour la première fois, ils parlaient de la population. La première fois que j'entends ça. Chez Greenpeace, par exemple, bien les gens de Greenpeace, c'est un sujet dont on parle en interne, mais on n'ose pas sortir en externe par rapport à la population. C'est un sujet tellement touchy que voilà, c'est vraiment pas évident de parler de ça. Mais néanmoins, ça devient un vrai sujet. Alors maintenant, je vais répondre à ta question au niveau marginal, relatif, etc. Ça, vous connaissez ou pas? L'empreinte écologique, la biocapacité de la Terre, l'indice de développement humain. Qui connaît? Comme ça, je vois. Hein, parce que, ouais. Ok, bon, il y a beaucoup qui connaissent pas. Donc, en gros, je ne saurais pas le faire comme ça. En gros, ça dit quoi? De toute façon, je connais par cœur. Donc, ça dit quoi? Ça dit que si vous voyez l'Afrique et la Chine là derrière. Donc en gros, c'est en dessous de la courbe verte. La courbe verte, c'est les 1,8 hectares. Maintenant, c'est devenu 2,1 hectares. Donc en gros, c'est le nombre d'hectares par personne qu'on peut exploiter. Ça va? Si on exploite plus, en fait, la Terre n'arrive pas à se régénérer. Donc ça, c'est la biocapacité, c'est la création du vivant par la Terre. D'accord? Donc ça veut dire qu'en Afrique et en Chine, c'est ça? En Inde. Ouais, en Inde et en Chine. Vous utilisez moins de ressources naturelles par habitant que la Terre ne peut produire. Donc tout va bien pour la Terre. Et puis on voit que la courbe monte. Et on arrive en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Australie, etc. Et en Europe et aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est bien au-delà du 1,8 hectare. C'est-à-dire que par tête d'habitant, en fait, on consomme, en Belgique, c'est 2,8 planètes, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, on a 4 ou 5 planètes. Donc, on consomme beaucoup plus que la Terre ne peut produire. Okay? Mais ce qu'on remarque aussi, et c'est ça que ça devient intéressant, c'est que vous avez la ligne jaune. La ligne jaune, c'est l'indice de développement humain des Nations Unies. Ça dit quoi? C'est l'accès aux hôpitaux, l'accès aux routes, l'accès aux écoles, des indicateurs socio-économiques, on va dire, l'accès à l'emploi, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au début, c'est bien qu'il y ait une augmentation. La ligne bleue que vous voyez là, c'est bien qu'elle augmente. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a de plus en plus accès aux hôpitaux, aux écoles, etc. C'est merveilleux. Mais à un moment, vous avez, quand on arrive au niveau de l'Europe et des États-Unis, quand la courbe bleue devient quasiment droite et verticale, on a très très peu d'augmentation d'accès et de qualité sociale et économique, on va dire, pour un impact environnemental qui est gigantesque. Ça va? Donc ça sert à rien d'aller très très loin au niveau du développement économique. Il n'amène plus grand chose. Et je pourrais vous montrer plein d'autres courbes qui montrent que depuis 30 ans, en gros, les gens ne sont pas plus heureux le bonheur il y a 30 ans, le bonheur d'aujourd'hui est à peu près le même. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est à fond dans l'économie, mais il n'amène plus spécialement de bonheur, plus spécialement de ressources, d'accès à l'emploi ou d'accès aux services sociaux supplémentaires dont on aurait besoin. Donc voilà, on consomme trop. Alors maintenant, il y a un autre truc très intéressant dans ce graphe, c'est que c'est pas un nuage de points. Vous voyez qu'il y a une courbe, une ligne bleue.
C'est comme s'il y avait un seul modèle de développement économique dans le monde. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Et ça veut dire que comme c'est le modèle qu'on est en train de mondialiser partout, d'universaliser, on dit aux Africains, on dit aux Indiens et à tous les autres, suivez notre modèle. Mais vous imaginez, si tous les pays qui étaient là en dessous arrivent là-haut, on va consommer combien de planètes? Donc ça veut dire que par tête d'habitant, on n'y est pas. Et si en plus on rajoute la population, on y est encore moins. Voilà, donc encore une fois, je suis désolé, mais c'est un peu... Alors pour la petite blague, le seul pays qui fait bien, donc ce qu'il faudrait, c'est dans la zone à droite en dessous, zone alliant développement et protection de l'environnement. Aucun pays dans le monde n'est dans cette partie-là, donc n'est ni soutenable environnementalement, ni fait bien au niveau social et économique. Aucun pays au monde, et le pays au monde qui s'en rapproche le plus, particulièrement, paradoxalement, c'est Cuba. Voilà. Bien, alors, autre question. On a ici demoiselle. Je voulais savoir, au niveau de la méditation, il y a plusieurs types de méditation. Je voulais savoir par quelle école ou quel type vous avez commencé. Moi, je connais Vipassana, par exemple. Ah, oui, ok. Okay, ouais. Et actuellement, quelles sont vos ressources? Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer? À quelle fréquence? La fréquence. La fréquence, c'est tous les jours, mais c'est partout. C'est-à-dire, j'arrive pas à faire ce truc. J'arriverais à faire 40 minutes de méditation tous les jours en me levant le matin. Mais j'ai mes gamins qui... Non, c'est pas possible. Il faut aller les conduire à l'école. Donc moi, c'est dans le métro. J'ai des petits trucs où j'arrive à me recentrer. Ce que je fais souvent, c'est marcher moins vite dans la rue. Simplement, on marche, hein, mais si vous ralentissez le pas, simplement ralentir son rythme. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre tantôt que de ralentir son rythme? Ralentir le rythme de tout. Et vous pouvez faire partout. En fait, moi, ça me fait un bien fou parce que ça me rappelle, ça me ressente, ça me fait énormément de bien. Donc, ça peut être partout. Maintenant, j'ai une salle de méditation chez moi. Et dès que je peux, je vais un peu méditer avec mes enfants ou seul. Et puis, ou sinon, j'ai cette phrase de je sais plus qui dit, mais en fait, quand on chante, quand on danse, quand on déclame la poésie ou quand on marche dans la forêt, on médite. Donc moi, j'aime bien jouer de la guitare. Donc quand je joue de la guitare et que je chante, pas très bien, mais je médite quelque part. C'est des choses ici simples. Voilà. Sinon, je fais énormément de stages. J'ai une vie spirituelle. Par contre, à certains moments, très de grande profondeur, où là, je fais plein de choses. Mais moi, j'ai démarré par le chamanisme. Et je fais du chamanisme depuis 8 ans, avec tous les types de chamanisme, le celtique, l'amérindien, avec substance, sans substance, de tout. Et j'en fais énormément, du brésilien, etc. Et je fais des constellations aussi. Je fais beaucoup de constellations. Enfin, je donne des constellations. Voilà, ça c'est un peu mes deux pratiques de base, le chamanisme et les constellations systémiques, familiales, chamaniques. Bien. Comme il y a un verre de l'amitié qui nous attend, je propose d'encore permettre 2 questions. Je vois 2 personnes motivées. Je propose que vous posez les 2 questions et puis on peut les répondre en même temps. Voilà. Déjà, merci donc pour tout le monde qui a parlé ce soir, c'est intéressant. Moi, je voudrais juste réagir sur le fait que, moi, il y a un truc des fois qui me gêne en disant, oui, mais on parle de choses, de constats, tout ça, mais on parle pas de solutions. C'est quoi les solutions? Donnez-moi des solutions. Et moi, une leçon que je retiens de ce que j'ai entendu ici et de ma vie, c'est que moi, donc je travaille chez Ecores, hein, donc l'entreprise de consultance que Marc a créée. Et mon boulot tous les jours, c'est essayer de trouver des solutions, notamment en économie circulaire, en tout cas d'accompagner le changement. Mais pourquoi est-ce que je travaille depuis maintenant 10 ans dans le domaine de l'environnement? C'est pas quelqu'un qui m'a dit tiens, je vais te donner une solution, tu vas travailler dans l'environnement. En fait, moi, c'est pas une solution qui m'est tombée sur la tête, c'est parce que simplement, si j'ai pris depuis maintenant peut-être 20 ans une trajectoire en lien avec la nature, c'est que cette solution, je l'ai trouvée dans la nature. Donc je pense qu'il faut arrêter des fois de faire tourner son mental en étant un petit peu en demande d'avoir une solution, parce que c'est un processus mental. Ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'en fait, on peut s'ouvrir au monde de manière sensible, au monde qui nous entoure, avec les émotions, avec le ressenti, mais en combinant aussi l'intellectuel. Il y a une deuxième expérience que je voudrais partager, c'est que j'ai fait 10 ans de bénévolat chez Emmaüs. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je cumule 2 boulots, je suis géobiologue d'un côté, je suis consultant chez Ecores de l'autre.
Et en plus, j'étais bénévole 1 jour par semaine chez Emmaüs. Donc on charge des camionnettes avec des meubles, on va ameubler des ménages qui sont dans le besoin, on donne un meuble, une commode, un frigo, la personne est très contente, on va vider d'autres maisons et on fait un boulot énorme. Et à nouveau, je pense que simplement en écoutant entre guillemets son cœur, aujourd'hui on a parlé de cœur, on a parlé d'émotion, simplement en se laissant guider par ça, et des fois simplement que quelqu'un nous dise, en fait, la solution, je vais pas te la donner par email, je vais pas te la donner lors d'une conférence, la solution, elle est en toi, et je pense que la solution, elle est en nous en fait. Je pense, et moi c'est une invitation que j'ai envie de partager ici, c'est que faut arrêter de croire que les solutions doivent venir d'un interlocuteur qui va nous éclairer. On peut être inspiré, mais on fait que nous ouvrir une voie davantage éclairée pour que nous puissions nous-mêmes trouver notre propre voie. Et si j'ai fait pendant 10 ans du bénévolat chez Emmaüs, à déménager des maisons, à charger des trucs avec des gars que j'aurais jamais connus dans ma vie, c'est parce que j'ai juste écouté mon cœur, quoi. J'ai pas écouté mon cerveau. Il n'y a pas un mec qui m'a éclairé en disant la solution c'est ça, je vais t'envoyer un email avec 4 bullet points. Donc voilà, c'est juste une réaction que j'avais envie de faire. Et je pense que ce soir, on a combiné un petit peu ça, on a combiné un processus mental, c'est-à-dire avec des courbes, on a donné des chiffres, on a réfléchi, mais on a aussi fait de la méditation, et peut-être qu'on va se regarder différemment après avoir fait un petit peu le mélange de tout ça. Voilà. Pour la dernière question. Bon, voilà, j'ai commencé mon chemin de vie il y a plus de 20 ans aussi. Moi, j'ai commencé par la méditation, par les soins énergétiques, par le développement personnel. Donc, c'est un chemin de 20 ans qui a en fait été initié par des circonstances de vie, puisque j'étais en contact avec un fils hors norme. Et je crois que c'est pour ça que je voudrais en parler, c'est que vous avez parlé de l'aide aux jeunes. Et je crois que quand on fait ce développement personnel, on développe aussi son ressenti. Et c'est très difficile pour moi, qui ai l'habitude de méditer ici, dans ces circonstances, c'est pas évident, parce que tout l'environnement est... Je ne veux pas employer le terme négatif, mais bon, on n'est pas relié à la terre, on a ces néons qui sont très mauvais, on a plein de personnes dans le mental, donc on n'est pas en cohérence tous. Et je crois que les jeunes actuellement ont cette sensibilité ultra développée et se trouvent dans un environnement qui est vraiment agressif pour eux, ce qui fait qu'ils abandonnent l'école et tout ce qui est le savoir, alors qu'ils sont doués peut-être plus que leurs enseignants. Mais c'est le contexte qui n'est pas favorable. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai commencé ce chemin, et c'est seulement là, depuis 1 an, que moi, je suis maintenant au groupe Colibri de 59 Avesnois, depuis 1 an, et donc je vais seulement vers l'écologie. Et justement, vraiment ce lien à la nature qui est, je crois, essentiel. Et justement, c'est ce lien à la nature qu'on n'a pas ici, dans ce lieu, et qui est essentiel pour le développement personnel. Merci. Mais je suis d'accord, c'est un lieu... Moi, j'avais du mal au début. C'était très difficile dans la méditation. Moi, j'aime bien, ce que je disais, j'aime bien méditer dans le métro, où que ce soit, parce que voilà, il faut faire tourner l'énergie dans notre canal central, comme on dit, et donc il faut méditer, même si c'est un petit peu difficile. Il faut, voilà, moi, où que ce soit, parce que sinon, on a aussi tendance à sacraliser. Il faut une petite bougie, un Bouddha, machin, un truc, et faisons-le n'importe où. Ce que vous disiez est très intéressant par rapport au fait que vous allez vers l'écologie. Actuellement, on sent dans le monde du coaching ou du développement personnel, par exemple, nous, on bosse on est en train de monter un projet avec Ilios Kotsou, que certains connaissent peut-être, c'est d'émergence, c'est un peu une des figures de la pleine conscience en Belgique. Et ce monde des méditants va vers l'écologie, pendant que le monde de l'écologie va vers la méditation. Je sens une rencontre, par plein de réseaux que j'ai, je sens une rencontre entre ces deux mondes. Et il faut savoir que pour l'écologie, l'écologie politique, telle qu'on la connaît, elle naît aussi de mai 68, c'est un des outputs de mai 68. Mais pour être crédible,
le milieu écolo ne voulait surtout pas entendre parler de développement personnel, de conscience, de tous ces trucs-là, parce qu'il fallait être crédible. Et donc, c'était d'abord une matière d'ingénieur, l'écologie. C'était technologique, d'accord ? Et donc, pendant 15-20 ans, l'écolo était très peu sensible à ces choses-là et avait tendance à les écarter, alors qu'on sent, au contraire, que pour l'instant, ces deux mondes sont en train de se rejoindre. Moi, j'aspire à ça. On est en train de monter un projet avec Ilios, où on pourra, si ça passe... une espèce d'Airbnb de la méditation, de la méditation qui mène à l'action, qui permettrait par exemple, jeudi soir à Mons, chez Bertrand, on médite durant la soirée. Eh bien, c'est sur un site web, tout le monde va voir. Et on peut aller chez Bertrand, on contacte, pour autant qu'il y a assez d'espace. Et Bertrand invite des gens du monde de la transition, la ferme, j'ai oublié le nom de ta ferme, et l'invite. Et comme ça, ces deux mondes se rencontrent. Le monde de la méditation rencontre le monde de l'action, de la transition. Ces deux mondes se rejoignent, parce qu'en fait, c'est le même monde. Sur ces belles paroles, je propose d'aller boire un verre. Il y avait ici encore quelqu'un qui voulait faire une dernière réflexion. Je voyais, j'avais un peu oublié. Oui, juste en deux mots, c'est que, comme on en a parlé au début, c'est que nous sommes la nature. On n'est pas, enfin voilà, tout ce qui est ici est nature, nous sommes la nature et on a cette tendance à penser que la nature c'est là-bas et nous c'est autre chose, mais non, et donc on doit pouvoir méditer n'importe où, on est en lien tout le temps, donc voilà. Nous faisons partie de la nature. Sur ces paroles, je redis le fait que nous pouvons boire un verre ici. Je pense que c'est juste dans le hall ou c'est dans un local à la salle à droite. Vous suivez la foule et vous y arriverez. Un grand merci pour votre participation et comme vous avez vu au départ, il y a encore d'autres conférences qui arrivent bientôt et voilà, allons tous boire un verre maintenant. Oui, évidemment, j'ai un grand applaudissement pour notre orateur.